Je n'aurai qu'une diapo, c'est celle-là. Donc, un mot pour vous dire d'abord ce que représente la relation commerciale canado-américaine. Je vais ensuite dire un mot sur les accords internationaux qui régissent au jour d'aujourd'hui la relation commerciale qui existe entre le Canada et les États-Unis. Et voir dans un deuxième temps qu'est-ce que le PTP apporte pour le peu qu'on sait du résultat des négociations et ce que nous dit le droit des traités. Et je conclurai en vous disant que le partenariat transpacifique est, à mon point de vue, un aboutissement parfaitement prévisible des relations que nous avons avec notre géant voisin américain. Sans m'appesantir là-dessus, je voudrais rappeler un certain nombre de données sur notre relation commerciale avec les États-Unis. Elle est essentielle à notre économie. Comme vous le savez, nous exportons beaucoup de produits industriels, nous exportons des voitures, nous exportons des produits pétroliers, du bois, des produits forestiers, du poisson, des produits de la mer et évidemment beaucoup de produits agricoles. Nous sommes pour les Américains leur principal partenaire commercial. On a tendance à l'oublier. Nous savons à l'évidence que les Américains sont notre premier client, mais nous avons tendance à oublier que nous sommes aussi leur premier client. Cette relation-là est donc d'une importance majeure. Peut-être rappeler un ou deux chiffres rapidement. Nous avons exporté vers les États-Unis en moyenne 336 milliards de dollars de marchandises par année dans les 3 dernières années pour lesquelles il y a des données, donc 2012 à 2014. Et les investissements bilatéraux entre les deux pays sont à plus de 670 milliards de dollars pour l'année 2014. C'est vous dire comment nos économies sont intégrées. Quand le Canada négocie le partenariat transpacifique, sachez qu'il renégocie d'abord sa relation avec les États-Unis. Si vous appelez à Ottawa et que vous consultez les gens qui ont été sur les équipes de négociation, on va vous le confirmer. C'est important d'avoir un accord de libre-échange avec le Japon, avec la Malaisie, mais il faut surtout revoir notre relation avec les États-Unis. Je suis assis à côté de quelqu'un qui est bien placé pour nous dire que l'ALENA est un accord puissant, mais un accord qui n'a pas évolué peut-être de la façon dont d'autres accords ont évolué. Et il était temps de rafraîchir notre relation avec le voisin américain. Les accords internationaux qui nous lient avec les États-Unis, il y a bien sûr l'ALENA, mais il ne faut jamais perdre de vue que le fait que nous ayons un accord de libre-échange privilégié avec les Américains n'empêche pas que les accords de l'OMC prennent une grande place dans notre relation avec ce géant-là. J'en veux pour preuve que les principaux litiges que nous avons eus ces dernières années avec les Américains n'étaient pas des litiges liés à l'application de l'ALENA, mais des litiges liés à l'application du droit de l'OMC. L'affaire Cool, l'affaire l'étiquetage du pays d'origine, c'est une affaire qui est traitée à l'Organisation mondiale du commerce. La mise en œuvre est assurée à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, les accords multilatéraux prennent une grande place dans notre relation avec les États-Unis. En matière de marché public, au jour d'aujourd'hui, l'essentiel de nos relations est aussi régi par l'accord sur les marchés publics à l'Organisation mondiale du commerce. Et l'ouverture de marché, elle est prononcée là. Elle n'est pas prononcée ailleurs. Comme vous le savez, le chapitre 10 de l'ALENA n'a jamais été complété. Il le sera par le PTP, je vais y revenir tantôt, mais l'ouverture des marchés publics s'est faite par le biais d'accords multilatéraux. D'autres accords nous lient évidemment aux États-Unis. L'accord sur le bois d'œuvre qu'il faut renégocier maintenant régit une part importante en termes de volume de notre relation commerciale avec les États-Unis. Et nous sommes aussi en négociation avec les Américains par le biais d'autres accords en chantier, comme TISA, sur le secteur des services, comme vous le savez sans doute. Donc, notre relation commerciale n'est pas unidimensionnelle, elle est régie par un grand nombre d'accords et il était grand temps de commencer à améliorer un peu les choses. L'autre facteur qui joue, puis je vais terminer le point 1.2 là-dessus, c'est que le Canada a aussi négocié, vous le savez, un accord avec l'Union européenne, accord qui prévoit des ouvertures de marché qui existeront avec l'Union européenne quand le traité sera en vigueur et qui n'existeront pas, ou en tout cas qui ne sont pas prévus dans les accords qui existent à ce jour entre le Canada et les États-Unis. Ce qui fait que les officiels américains demandent de temps en temps aux officiels canadiens, c'est qui ton meilleur ami? Est-ce que c'est vraiment moi? Alors, il faut démontrer à notre voisin américain que les grandes ouvertures sont plutôt vers eux. Un mot sur ce que contient donc le PTP ou le projet de PTP, les résultats des négociations. Je vais mentionner quelques trucs en vrac et vous me pardonnerez de ne pas chercher à être exhaustif. Mentionne un certain nombre de choses qui ont pu être mentionnées peut-être dans les médias ou qui vous ont échappé, mais qui figurent dans le résumé technique.
Pour ceux et celles qui veulent connaître le contenu des résultats des négociations, vous pouvez lire les résumés techniques sur le site du MAECD. Ces informations-là ont été mises sur Internet lors du précédent gouvernement fédéral. Donc, j'ai toute la liberté aujourd'hui de dire que c'était un travail médiocre qui était fait de diffusion de l'information à ce moment-là. Maintenant, c'est un peu mieux. Depuis quelques jours, je sens déjà que pour les communiqués, puis ça va vite, là, mais on dirait que les fonctionnaires, même si le gouvernement n'est pas assermenté, ils sentent que la hache est moins proche du cou. Donc, voici. Le partenariat transpacifique apporte des choses importantes quant au marché public. Les seuils qui font que l'achat passé par une entité publique va être changé. On va compléter le chapitre 10 de l'ALENA qui portait sur les contrats des entités fédérées, donc ici les provinces. Et on aura accès, nous, Canadiens, aux contrats des grands fournisseurs d'énergie américains, les 6 plus grands fournisseurs d'énergie. Tout le monde connaît la Tennessee Valley Authority. Il y en a 5 autres qui sont à peu près de la même eau, de la même ampleur. On aura accès aux contrats de ces grands fournisseurs-là. Alors, en matière de marché public, les ouvertures sont grandes et les apports importants. Un mot sur les règles d'origine, mais je ne vais pas être trop long là-dessus parce que j'imagine que Yann va en parler. La teneur en valeur régionale pour un certain nombre de produits, notamment pour les automobiles, change. Alors, on passera des 62,5 prévus dans l'ALENA à 45 puis on l'étend aux 12 partenaires. Mais j'en dis pas plus parce que je sais que tu vas développer là-dessus. OK. Le lait, il a été beaucoup question du lait, donc 3,25 du marché canadien est consenti. Et évidemment, on peut penser que la part du lion reviendra aux États-Unis. Et un mot sur un chapitre dont j'ai hâte de lire les termes. Il y a un chapitre sur les PME dans le partenariat transpacifique. Et on sait que c'est beaucoup par le biais des PME que nous faisons le commerce avec les États-Unis. On nous annonce que ce chapitre-là va faciliter l'action de ces petites et moyennes entreprises sur les marchés internationaux. Alors, j'ai hâte d'être dans le secret des dieux. Il y a des gens dans la salle qui sont dans le secret des dieux. Je vais vous appeler cette semaine. Et donc, des apports qui sont intéressants. On est à un moment où le multilatéralisme continue de stagner. Je ne fais pas partie des optimistes pour la conférence de Nairobi qui aura lieu en décembre là, dans la conférence ministérielle de l'OMC. Donc, je pense que ce type d'accord-là va continuer de prendre beaucoup de place. Un mot sur le droit des traités. Qu'arrive-t-il de l'ALENA avec le partenariat transpacifique? 4 possibilités en vrac. Peut-être qu'on va suspendre l'ALENA. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'ALE quand l'ALENA est entrée en vigueur. Est-ce que l'ALENA va mourir de sa belle mort? J'en doute, parce que trop de partenaires autour de la table, on veut garder la relation privilégiée. Une règle, la règle de la lex posterior, c'est-à-dire que les deux vont rester en vigueur, puis en cas de conflit, ce sera le traité postérieur qui va prédominer. Je vais m'en tenir à ces 3 hypothèses-là. Moi, je pense que l'ALENA n'est pas mort, mais l'ALENA va évidemment prendre moins de place qu'avant. Donc, voilà.